Ma présentation va se décliner en 4 parties. Je vais revenir tout d'abord sur les enjeux qui font que je m'intéresse à cette question de réseau ou d'infrastructure critique ou essentielle selon les pays. Ensuite, je reviendrai sur la question qui vise à intégrer les différentes complexités, parce qu'on verra qu'on évolue dans un système qui est totalement complexe. L'intérêt de spatialiser toutes ces informations et pour ensuite essayer de mettre en place des stratégies d'adaptation pour les réseaux, mais aussi à diverses échelles, puisque quand on s'intéresse au réseau, c'est bien pour améliorer la résilience d'un territoire particulier, que ce soit une ville ou un territoire plus large ou au contraire plus restreint, tel qu'un quartier. Alors tout d'abord, en fait, nos travaux se situe dans le domaine de la résilience urbaine. Donc, j'ai simplement mis cette slide un peu en guise d'introduction, en fait, pour vous montrer qu'on a développé des méthodologies pour évaluer la résilience d'un territoire et puis ensuite pour construire des stratégies de résilience de ces territoires. Mais auparavant, il s'agissait de aussi borner un petit peu dans nos travaux ce qu'était la résilience pour nous, parce qu'en fait on entend beaucoup de choses, c'est un mot à la mode, mais à un moment donné il faut savoir le délimiter pour pouvoir avancer en termes d'opérationnalisation de ce concept naissant en termes de gestion des risques. Donc pour nous dans nos travaux c'est la résilience urbaine finalement, ou de la résilience des territoires, c'est étudier la capacité à fonctionner en mode dégradé d'un territoire et comment on retrouve ces fonctions, et du coup ça croise bien à la fois l'adaptation, la crise, la post-crise, la reconstruction et également la partie prévention avec différents types de mesures. Donc je ne rentre pas dans le détail des méthodes qui ont été développées, des disciplines qui ont été mobilisées. Peut-être que je l'aborderai en conclusion. Tout d'abord sur la question liée aux enjeux. Donc ça a déjà été soulevé ce matin à travers plusieurs exemples. On est effectivement dans une société où depuis assez longtemps, depuis la naissance des villes, etc., et même depuis le Moyen-Âge, où on a cherché à se protéger au fur et à mesure de l'eau, plutôt que de l'intégrer finalement directement dans l'aménagement. Donc on est toujours quelque part un petit peu sur cette continuité-là. Et ça a déjà été dit ce matin, quelque part, les ouvrages de protection contre les inondations ne sont pas tout à fait fiables. Ils sont fiables pour certaines crues moyennes, mais dès lors que ces crues dépassent certains niveaux, eh ben, on aboutit à des ruptures de ces ouvrages et qui finalement viennent aggraver le risque d'inondation sur des territoires censés être protégés par ces ouvrages-là. Donc jusqu'ici, on n'apprend pas tellement grand-chose de nouveau. Donc c'est le cas de l'Aude qui a été cité juste avant moi, où il y a eu des ruptures d'ouvrages qui ont aggravé ces inondations. Ça a été le cas en basse vallée du Rhône, avec des inondations par rupture d'ouvrages. Plus récemment, en France, rupture d'ouvrages de nouveau dans le cas de Xintia, des ouvrages plus ou moins bien entretenus. Ce n'est pas un cas franco-français, c'est partout dans le monde, on s'expose au même phénomène. Donc c'est typiquement la ville de la Nouvelle-Orléans. Pourquoi elle a été inondée pour un défaut d'entretien d'ouvrages de protection contre les inondations, ou un sous-dimensionnement de ces ouvrages-là. Donc l'enjeu se situe un petit peu là. Il y a vraiment toute une partie du travail pour se protéger des inondations à développer sur la partie ouvrage de protection contre les inondations, comment on peut améliorer leur performance, etc. Mais il y a un deuxième volet qui fait que dans nos espaces de plus en plus urbanisés et de plus en plus réticulaires, c'est-à-dire où les réseaux techniques, les infrastructures critiques prennent une place importante, eh ben, les retours d'expérience justement montrent que finalement l'ensemble de ces réseaux viennent diffuser le risque dans ces milieux urbains et l'aggraver en quelque sorte. Tout d'abord parce que ces réseaux vitaux, pour la plupart, ne fonctionneront plus pendant l'inondation. Donc pendant l'inondation, ça peut aller de quelques jours à plusieurs semaines. Mais en plus,
La reconstruction de ces réseaux, et en tout cas leur remise en service, peut prendre un certain nombre de temps, ça a déjà été dit ce matin, de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années selon les configurations. Donc voilà l'enjeu qui est lié à ces réseaux. Et puis finalement une nouvelle perception du risque, puisque en fait la zone vulnérable n'est plus à regarder uniquement là où la crue se développe, puisque les réseaux vont propager le risque dans des zones qui ne vont pas être inondées, mais qui, pour le coup, vont devenir vulnérables parce que des bâtiments publics, de l'habitat, etc., n'aura plus de gaz, d'électricité, d'eau et de moyens de communiquer pendant un certain nombre de semaines ou de jours. Juste pour... toujours sur la question des enjeux, la carte que vous voyez ici, c'est la carte de la RATP. En fait, par rapport à l'événement type crue 1910 à Paris, si ça devait se produire aujourd'hui sur le réseau de la RATP, eh ben vous avez tout ce qui est au centre de la carte en grisé, là tout autour de la Seine, c'est les parties de lignes de métro et de RER qui ne fonctionneraient plus pendant l'inondation. Et pendant l'inondation, évidemment, donc c'est environ 270 km de réseau de transport. Enfin, il y aurait 140 km de réseau qui seraient inondés et 6 millions de voyages qui ne pourraient plus se faire pendant l'inondation. Et largement au-delà de l'inondation, parce que dans un événement majeur de ce type-là, la RATP, par exemple, prévoit plusieurs mois de remise en service de ces infrastructures. Donc, et en plus de tout ça, on va voir que finalement, on peut avoir un raisonnement réseau par réseau, donc essayer de sécuriser chacun des réseaux techniques, c'est ce qu'essayent de faire aujourd'hui chacun des gestionnaires, mais l'ensemble de ces réseaux sont complètement interconnectés, et cette interconnexion crée une complexité dans la gestion de la crise et post-crise, une complexité qui est en fait démesurée et qui rend une politique de gestion de crise vraiment difficile à mettre en place, même lorsque l'ensemble des acteurs essayent de collaborer. Donc là, j'ai juste un petit problème d'affichage sur cette carte-là. Il n'y a pas le fond de carte, mais en fait, c'est juste pour revenir déjà sur les questions de complexité. Donc là, en fait, c'est la ville de Dublin, que vous ne voyez pas. Et les différentes zones colorées, en fait, sont les différentes sources d'inondation que simplement une ville peut subir. Donc rapidement, la ville de Dublin, une ville qui s'est développée très rapidement après les années 90, enfin, à partir des années 90, du fait d'un essor économique, de l'implantation de sièges sociaux de sociétés internationales majeures. Et du coup, ça a attiré beaucoup de monde. La ville a dû se développer pour permettre aux gens de se loger. Et au bout d'un moment, certaines villes n'ont plus forcément la place de se développer dans des zones sûres et se développent de manière classique dans des zones inondables. Donc ça a été le cas à Dublin. Et cette ville subit un certain nombre d'événements liés aux inondations tous les ans, que ce soit simplement par une pluie un petit peu plus forte qu'une autre, par inondation par la mer, inondation par les petites rivières qui traversent la ville. Donc d'où une première complexité de la gestion du risque à cette échelle-là. Ensuite, en fait, j'en ai déjà parlé. Si vous regardez le sous-sol urbain ici sur cette feuille, c'est un espèce de vraiment un réseau de réseaux. Et on voit déjà ici sur cette image-là qu'il y a déjà des interconnexions techniques qui peuvent exister entre les réseaux. Et puis le schéma de droite montre en fait que à partir le petit ovale bleu que vous voyez ici matérialise une zone inondable. Et puis à partir du moment où il y a des réseaux qui traversent cette zone inondable, il va y avoir des défaillances en chaîne sur l'ensemble de ces réseaux et dans des zones qui ne sont pas qualifiées de vulnérables par les autorités aujourd'hui.
En plus de ces interconnexions techniques, autour de tout ça, il y a tout un tas d'acteurs qui travaillent autour de ces réseaux et de la gestion des risques. Donc, travailler sur les aspects techniques est quelque chose de déjà relativement complexe quand on essaye de travailler avec l'ensemble, enfin en tout cas sur l'ensemble des réseaux qui innervent une ville. Quand derrière on met en valeur tous les acteurs concernés par ces réseaux, donc il y a les gestionnaires de réseaux et puis d'autres opérateurs qui existent. Et la difficulté, c'est bien de les faire collaborer ensemble pour essayer de mettre en place une politique de gestion de crise qui soit efficace en cas d'inondation notamment, mais ça peut s'appliquer sur d'autres risques. Donc il faut essayer de comprendre finalement la complexité de chacun des systèmes. Donc il y a des méthodes, sans que je revienne forcément dessus, qui permettent d'analyser ces systèmes-là, de comprendre leur fonctionnement. Alors ce sont souvent des méthodes dites systémiques et qui permettent de comprendre comment finalement un ouvrage, donc là en fait c'est le cas d'une digue de protection contre les inondations, en fait elle est composée de diverses parties qui fonctionnent ensemble, et puis à partir du moment où il y a une partie de cet ouvrage qui dysfonctionne, l'ensemble de l'ouvrage risque de subir une rupture, etc. Donc il s'agit de bien comprendre comment un système fonctionne pour pouvoir derrière prendre déjà les bonnes décisions par rapport à un ouvrage particulier. Ensuite, en termes de réseau, il s'agit de vraiment essayer d'identifier les interconnexions qui existent entre elles. Quand on interroge les gestionnaires, ils n'ont pas forcément toujours, comme ça, d'emblée, la connaissance pour nous dire, finalement, le réseau que je gère, il est connecté avec un réseau d'eau, avec un réseau d'électricité, ça si, il n'y a pas de problème, mais avec un réseau de gaz, avec d'autres réseaux, même avec le réseau routier, etc. Il y a vraiment des difficultés à appréhender. Donc on a développé dans le cadre d'une thèse des méthodes participatives qui permettent, en rencontrant chaque acteur dans un premier temps, puis en les faisant se réunir, d'identifier déjà ces interactions. Tout ça pour finalement essayer de créer de l'information qu'on n'a pas forcément, qui est difficilement accessible, que parfois soit les gestionnaires ne veulent pas mettre à disposition, soit n'ont pas forcément la donnée en tant que telle. Donc il s'agit de faire émerger de la connaissance pour pouvoir déjà identifier quelle relation existe entre ces systèmes. Ensuite, il y a diverses méthodes qui nous ont permis de modéliser ces interrelations et de proposer des schémas de ce type-là pour montrer comment un réseau d'eau potable peut être interconnecté avec un réseau d'électricité, un réseau d'assainissement, une infrastructure routière, etc. Donc je passe là-dessus. Je vais aussi passer là-dessus. Donc l'importance ensuite pour pouvoir, une fois qu'on a identifié les ouvrages, leurs comportements, leurs interconnexions, il s'agit quelque part d'essayer de mettre en place des stratégies. Et avant de mettre en place ces stratégies, il s'agit, c'est un petit peu la même approche que la présentation précédente, dans une approche de géographe, d'arriver à spatialiser l'information pour finalement prendre des décisions de gestion des risques qui soient adaptées au territoire qu'on étudie. Donc pour cela, dans le cadre de nos recherches, il y a des outils qui ont été développés. Donc je vais vous les présenter au fur et à mesure. Des outils qui s'appliquent aux digues de protection contre les inondations, des outils qui s'appliquent au réseau et qui, bien entendu, reposent globalement en termes de discipline sur les questions qui sont liées globalement aux sciences de l'information géographique, couplées en général à d'autres modèles qui viennent d'autres disciplines, qui peuvent venir du génie civil, mais aussi de méthodes participatives, etc. Donc là, c'est les travaux de thèse de Marie Toubin qui a soutenu sa thèse il y a à peu près 1 an et qui a cherché à développer en fait la connaissance sur l'interconnexion des réseaux
en utilisant tout d'abord des méthodes participatives, donc en rencontrant les acteurs un par un et essayer de leur faire expliquer quelles relations ils ont avec les autres gestionnaires de réseau, et puis petit à petit de comprendre, une fois que tous les gestionnaires de réseau ont été interviewés, de mettre en lumière finalement les relations qui existent entre ces différents systèmes qui n'étaient pas forcément vraiment clairement identifiés auparavant, d'essayer de prédire la diffusion temporelle du risque et essayer de savoir si par exemple une fois que le réseau d'électricité ne fonctionne plus, est-ce que moi par exemple dans la peau d'un gestionnaire de réseau d'infrastructure routière, je vais avoir un peu de temps pour que mon réseau continue à fonctionner à un certain niveau de fonctionnement ou pas. Donc c'est l'approche un petit peu temporelle de la diffusion du risque. Et puis essayer sur le territoire de comprendre un petit peu comment le réseau il est maillé et puis quels quartiers, etc. vont être impactés en priorité. Au final, ça donne quelques cartes et quelques réalisations qui ont été faites sur le 13e arrondissement. Donc là, c'est une carte de dépendance des autres infrastructures au réseau électrique, en fait, qui montre qu'à un certain niveau de crue, finalement, le réseau électrique ne fonctionnera plus. Et sur cette zone-là particulière, d'autres réseaux, de ce fait-là, ne fonctionneront plus à un certain moment. C'est bon. L'impact de l'inondation sur la mobilité, ce qui est très important en gestion de crise. Alors tout d'abord, il y a deux aspects dans la mobilité. C'est tout d'abord sur la population. Est-ce que la population pourra utiliser certains réseaux pour se déplacer, ou alors pour évacuer, etc. Donc ça permet de regarder un petit peu ce premier aspect-là. Mais aussi à l'échelle de chacun des gestionnaires, qui chacun prévoit un plan de gestion de crise, est-ce qu'il sera capable, à un moment donné, pendant la crise, d'accéder aux points cruciaux où il a prévu d'accéder dans son plan de gestion. Et ce qui a mis en lumière ce travail sur le 13e, c'est qu'il y a, en fait, finalement, les plans de gestion de crise de chacun des gestionnaires sont complètement perturbés les uns les autres, parce que justement, il n'y a pas eu ce travail de coordination avec l'ensemble des gestionnaires. Juste un exemple, la ville de Paris met en place des barrières anti-crues, des barrières mobiles, et dans le plan de gestion de crise de certains des gestionnaires, cette action-là n'est pas prise en compte. Or, ces barrières mobiles viennent complètement perturber les déplacements des gestionnaires qui doivent accéder à des points cruciaux pour réaliser des mesures de réduction du risque. Donc voilà un petit peu dans quelle complexité on se situe dès qu'on a une approche territoriale de toutes ces questions de résilience et de gestion de crise. Je vais passer rapidement sur les outils qui ont été développés, mais en tout cas, il y a des SIG qui sont développés qui permettent de se représenter les différentes interactions entre réseaux. Là, c'était un travail qui a été réalisé par Serge Lhomme sur la ville de Dublin et qui permettait de montrer certaines interdépendances de réseaux à l'échelle de la ville de Dublin. Donc, ce que vous voyez en bleu, c'est la zone d'inondation classique, la zone vulnérable de la ville de Dublin. En gros, ce que vous voyez en rose, c'est le risque qui se propage dans des zones non inondées du fait de la défaillance de certains réseaux. Ce qui vient impacter ensuite la gestion de crise, puisque certains centres de secours ne sont plus alimentés par certains fluides, etc., ou sont directement situés dans des zones inondables. Je passe sur les digues, mais le besoin est le même. Un gestionnaire de digue, il a besoin de connaître quel tronçon de digue est le plus fragile pour ensuite gérer son ouvrage. Mais on est un peu sur des travaux particuliers.
Donc, la dernière partie que je vais balayer rapidement, qui va consister derrière à construire des stratégies de résilience, et finalement pour répondre à la question de comment, en tant que gestionnaire d'une ville ou gestionnaire de réseau, on s'adapte. Donc là, j'ai cité les barrières anti-crues mises en place par la ville de Paris, donc on est dans ce cadre-là. La RATP qui travaille sur des mesures non structurelles, qui va chercher à mettre en place finalement des dépôts qui vont concerner diverses stations. Donc en cas de crue, en fait, la RATP, ce qu'elle prévoit de faire, c'est de boucher des entrées de stations avec des actions de construction, enfin de génie civil, et qui, dans son plan de gestion, prévoit d'accéder aux stations en question qui vont être inondées avec des camions, etc., pour mettre en place ces protections. Donc ça nécessite aussi de savoir si la voirie sera disponible, etc. Donc vraiment, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des actions assez individuelles qui sont prévues, mais finalement, qui peuvent être perturbées par d'autres actions prévues par d'autres services. Donc des recherches en cours qui concernent l'amélioration de la résilience à l'échelle des quartiers. Donc finalement, on voit qu'il y a vraiment un problème technique, mais la réponse, elle peut être tout à fait organisationnelle. C'est un peu ce que disait ce matin la personne du ministère, où sur les zones de crues en montagne, où les réponses des bassins versants sont très rapides, finalement, c'est comment on vient sauver les meubles par de la gestion et par de l'organisation avec un système d'alerte, et on évacue, et finalement c'est déjà pas mal. Je m'arrêterai avec cette photo, juste pour insister encore une fois sur la complexité de la mise en place de stratégies de résilience quand on veut prendre en compte gestion de crise, post-crise, prévention, mesures non structurelles, urbanisme, etc. Lorsqu'on est dans des cas, et c'est pratiquement toujours le cas, de villes qui sont déjà construites, qui fonctionnent et qui sont situées en zone inondable, la question c'est comment on fait pour adapter un système qui paraît difficile à faire évoluer. Et cette photo, en fait, finalement, elle montre bien que c'est très certainement une stratégie de résilience organisationnelle qui prime, plutôt que venir réadapter des réseaux techniques avec un coût important, des travaux longs, etc. Donc c'est vraiment cet aspect-là peut-être qu'il faut retenir de l'intervention. Je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup, Damien. Je pense que ça va susciter pas mal de questions. Notamment, il y a un master en ingénierie des services à l'environnement là, qui devrait être très intéressé. Ils sont à gauche ou... Ils sont pas mal de ce côté-là. Tony Masson, n'est-ce pas? C'est intéressant. Est-ce que tu auras une question? Non. En fait, je regardais les étudiants et en fait, c'est vrai qu'il y a une forte dépendance au réseau. Et ici, on a la Wi-Fi, et malheureusement. Donc, s'il vous plaît, restez attentifs. Donc, on passe aux questions. Oui. Bonjour, donc Antoine Fortier, M1 en génie urbain. Moi, je voulais faire un parallèle avec le Brésil, donc avec la municipalité de Rio de Janeiro, qui a inauguré en 2010, suite à un plan de Smart Cities, un centre d'opération de la ville de Rio, donc conçu pour le contrôle des catastrophes climatiques et l'optimisation et l'efficacité opérationnelle dans la gestion des services de la ville. Donc c'était pour savoir si en France, il y avait un centre opérationnel comme ça qui existait, ou s'il existait des villes ou des exemples d'innovation qui étaient un peu regardés à travers le monde pour les systèmes urbains. En termes de gestion des risques, je ne sais pas s'il y a des villes qui sont modèles ou qui sont vues comme pilotes sur ces questions-là. Bien souvent, justement, ça a un lien avec la question qui est liée au retour d'expérience. Et c'est vrai que petit à petit, en tout cas sur les projets de recherche sur lesquels j'ai travaillé,
On va dire qu'il n'y a peut-être pas de ville modèle, mais en tout cas, il y a peut-être des pays qui sont un petit peu plus avancés sur la question. Je pense notamment, évidemment, aux Pays-Bas, enfin, qui sont dans le bain depuis longtemps sur ces questions-là, qui sont vraiment un des leaders mondiaux sur les questions de gestion des risques, d'hydraulique, etc. Et ça se voit d'ailleurs, notamment après Katrina. En gros, c'est les Pays-Bas qui vendent leur savoir aux États-Unis aujourd'hui, notamment en termes de système de protection, parce que c'était ce sur quoi ils ont basé leur politique de gestion des risques jusqu'à il y a quelques années. Et aujourd'hui, ils sont aussi assez leaders dans le domaine où on vient regarder finalement ce qui se passe derrière les ouvrages de protection et comment on peut essayer d'améliorer la résilience d'un territoire, et notamment parce qu'on sait que les systèmes de protection ne sont pas complètement fiables. Donc il y a eu aussi des catastrophes aux Pays-Bas, notamment dans les années 50. Et aujourd'hui, la politique là-bas, finalement, c'est de dire... Et elle a aussi inspiré finalement mes travaux de recherche, c'est de dire les ouvrages de protection sont nécessaires mais ne sont pas suffisants. En gros, le plan A peut fonctionner, mais il faut prévoir le plan B au cas où le plan A ne fonctionne pas. Et le plan B, c'est de regarder le territoire et de regarder ses points forts en termes de vulnérabilité ou de résilience, et puis derrière d'essayer de décliner une stratégie pour dire finalement comment on s'organise tous ensemble pour mettre en œuvre cette stratégie. Le tous ensemble étant très important. Et en fait, on a une organisation qui est liée quand même à des opérateurs, réseau par réseau. Et tu dis que finalement, la question de l'interopérabilité ou d'interaction, elle est vraiment importante. Est-ce qu'il y a des exemples où on va vers ça, alors peut-être pas obligé réglementairement, mais en tout cas amener chaque gestionnaire à donner ou à mutualiser des données pour que ça fonctionne de manière opérante lorsqu'il y a la crise, quoi. Alors je pense qu'il y a deux questions dans ce que tu dis. Est-ce qu'il y a la volonté de travailler ensemble ? Il y a l'obligation de travailler ensemble. Donc ça, c'est une chose. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la région parisienne, et les gestionnaires de réseau travaillent ensemble. Donc il y a des groupes de travail qui sont pilotés sur ces questions-là. Donc par la zone de défense d'un côté, aussi par la ville de Paris qui essaye de faire des choses dans ce sens-là. Donc ça, c'est une question. Donc c'est assez récent, on va dire, mais en tout cas il y a cette démarche-là qui commence à se mettre en place. Il y a beaucoup qui reste à faire. Et après, la deuxième partie de ta question est plutôt sur les données et sur la mutualisation, etc. Donc je pense qu'on n'en est pas encore au niveau de la mutualisation. Je pense que la question de la donnée, elle est fondamentale, mais il y a une question qui est liée à la protection de cette donnée-là, à l'accessibilité de la donnée, à la volonté de la partager, et est-ce qu'il finalement on a vraiment, en tout cas le fournisseur de la donnée, est-ce qu'il a vraiment toutes les données lui-même ? Ouais. Donc quand on travaille au niveau de l'interconnexion de ces réseaux, clairement, il y a des données manquantes. Autre question. Vous êtes toujours mobile. Préparez-les bien pour cet après-midi. Alors. Autre question. Oui. Je ne vois pas de main. Ah, oui. Oui, bonjour, Axel Baudet du Master Mise. J'ai une petite question au niveau plus de... Là, on parle de lutte contre les inondations. N'y a-t-il pas un moyen aussi d'absorber plutôt cela et de faire aussi avec l'environnement, ne pas chercher à lutter contre l'environnement, mais l'absorber. En fait, je crois que tu as tout compris. Aujourd'hui, les politiques de gestion des risques, petit à petit,
Autrefois, en tout cas, elles étaient basées sur du tout protection, où c'était l'époque où, en gros, on va dire, les ingénieurs voulaient dominer la nature et se sentaient capables de le faire. L'histoire montre que ce n'est pas tout à fait ça. Et aujourd'hui, justement, les stratégies de résilience de territoire vis-à-vis du risque inondation, mais vis-à-vis d'autres aléas, c'est comment, finalement, on vient construire le territoire avec cette possibilité d'inondation et comment on l'intègre par des mesures qui ne vont plus être des mesures structurelles de protection, mais ce qu'on appelle des mesures non structurelles. Et globalement, qu'est-ce qu'il y a comme mesures non structurelles? C'est comment on s'organise au niveau de la crise, etc. Et en termes de prévention, finalement, comment on vient faire de l'aménagement ou de l'urbanisme résilient, comment on adapte le territoire vis-à-vis de ces sollicitations. Merci beaucoup, Damien. Super. Merci. Il y avait une autre question? Ah, j'étais habitué que tout ce côté-là soit endormi. Excusez-moi. En plus, c'est le directeur de mon département, génie urbain, donc Serge. Ouais, ton micro. Ah, ça marche. Ou parle fort, t'es habitué. Ouais. Sauf que c'est la question qui ne sera pas enregistrée. Ça va marcher, je crois. Exemple de la crue de 1910. Et moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il n'y a pas des réponses différenciées aux différents niveaux de crise? Parce que tu as parlé, enfin, on pourrait conclure de ce que tu as dit que, en gros, les systèmes techniques ne peuvent pas tout résoudre. OK ? Mais jusqu'à un certain niveau, ils résolvent. Et donc, est-ce qu'il y a une frontière? Est-ce que tu sens une frontière? Et est-ce que finalement, il n'y a pas des effets contradictoires, c'est-à-dire des réponses contradictoires pour les différents niveaux de crise ou d'inondation? Oui, alors en fait, donc pour essayer de répondre à ta question, effectivement, enfin, si on se met dans la peau des gestionnaires et des services de secours, etc., sur la crue de 1910, il y a des réponses différenciées en fonction des niveaux de la Seine. Donc on sait qu'à tel niveau, il y aura telle action qui sera mise en place, à tel niveau, telle action qui sera mise en place, etc. Et les réseaux, jusqu'à un certain niveau, continuent finalement de fonctionner. Donc il y a toute une réflexion comme ça, sur la base de scénarios de crue de la Seine, qui sont mis en place par les gestionnaires. Après, la complexité, elle est aussi dans l'approche temporelle, donc dans le sens où, grosso modo, on a quelques jours, enfin dans le cas de Paris, on a quelques jours pour se préparer. Et par exemple, quand il y a vraiment, si la crue elle est annoncée, il y a des actions qui vont être mises en place. Et par exemple, la ville de Paris va quasiment commencer immédiatement à mettre en place ces barrières mobiles. Or, la crue arrive que dans 2 ou 3 jours. Et la RATP, par exemple, pour ne citer que, a prévu à J-2 de réaliser une action de gestion de crise sur ces ouvrages-là. Et la question, c'est et finalement, est-ce qu'elle pourra réellement mettre en place cette action dans cette problématique de gestion temporelle des différentes actions des différents gestionnaires. Donc la réponse, finalement, il y a une réponse des infrastructures d'un côté, où le but, c'est bien pendant la crise, essayer de faire en sorte que certaines infrastructures continuent à fonctionner, quoique la stratégie de résilience dépende du type de gestionnaire. Il y a des réseaux qu'il vaut mieux arrêter avant, donc qui vient aussi impacter d'autres réseaux avant qu'il y ait l'inondation. Enfin, du coup, tout ça est bien plus compliqué que ce qu'on peut l'imaginer. Et je me demande si la capacité de fonctionner en mode dégradé des réseaux, finalement, c'est pas finalement un mythe comme l'accessibilité aux données, etc. Enfin,
Waouh. dedans. Eh bien, on va laisser réfléchir tout le monde à ce mythe.